Le vieux dicton qui dit que la valeur de la fourrure est déjà décidée lorsque l'animal est dans le piège ne s'applique pas toujours dans le cas du castor. En effet, la valeur peut être influencée par la période à laquelle la peau a été récoltée. De plus, le piège que vous sélectionnez, la façon dont vous le préparez, ont aussi une très grande influence sur la valeur de cette peau. Lorsqu'on y réfléchit bien, le trappeur a énormément d'impact sur la valeur de ses propres peaux de castor, et cela bien avant que le piège soit tendu. Commençons donc par établir le meilleur moment de l'année pour récolter le castor. Comme on peut le voir par les motifs sur le cuir, la maturité de la peau est déterminée par la longueur des journées. Au fur et à mesure que les journées raccourcissent, la fourrure devient plus mature. Plus le cuir est blanc, plus une fourrure est mature. Si la maturité des peaux était le critère principal pour déterminer le meilleur moment de récolte, celles récoltées de fin décembre ou début mars seraient les meilleures. De règle générale, un trappeur peut s'attendre à recevoir un classement de peau aplati pour les castors capturés avant le 1er novembre. Ceux récoltés plus tard, soit jusqu'à la mi-décembre, obtiendront probablement un classement semi-lourd, tandis que ceux capturés après le 20 décembre obtiendront le classement lourd. À partir de la mi-mars, et dès que les glaces fondent au printemps, le castor commence à perdre sa bourre et ses poils de garde. Les castors capturés au printemps peuvent également présenter des dommages au cuir. La grande majorité des castors de printemps ne seront pas classés supérieurs à légèrement endommagés, et un trappeur devrait retirer ses pièges dès qu'il s'aperçoit que trop de dommages sont causés par les morsures. There are many factors that determine when the best time to harvest beaver are, and later we will explain how timing affects the grade of pelts. Utilisez des pièges de taille appropriée et traitez-les adéquatement. Ne jamais utiliser de pièges rouillés, car la rouille peut laisser des taches sur la fourrure. À la fin de la saison, prévenez et traitez vos pièges contre la rouille et rangez-les à l'intérieur. Les pièges en X de grosseur 8 ou 10 pouces sont appropriés, mais ceux de 7 pouces fonctionnent aussi. Les nouvelles séries de pièges empêchent les ressorts de glisser le long des mâchoires. Ils sont très efficaces dans la prévention des dommages sur la fourrure. Visez à obtenir une mort rapide avec un coup de mâchoire au niveau du cou, juste derrière la tête. Cela te permet de réduire les impacts sur la fourrure. Afin de faciliter ce type de capture, la position du déclencheur est critique. Idéalement, il devrait être positionné sur la mâchoire inférieure avec les broches situées au milieu du piège. Si le déclencheur ne peut être positionné sur la mâchoire du bas, il peut alors être positionné sur le côté de la mâchoire en haut avec les broches pliées vers l'ouverture du piège. Ce piège a été mal installé. La meilleure façon d'installer un conibère est de positionner le chien et tout le reste au bas du piège, de sorte que lorsque le piège est déclenché, ça fesse au niveau du ventre. Lorsque le déclencheur est positionné sur la mâchoire du haut, le chien et le déclencheur peuvent arracher des poils de garde au moment de la frappe. Ceci semble être plus grave au printemps. Cette perte de poils se produit au pire endroit, soit juste derrière la tête, là où le classeur passe sa main pour évaluer la peau. Si vous devez absolument positionner le déclencheur sur la mâchoire du haut, positionnez-le sur le côté et dirigez les broches vers le centre du piège. Tendez vos pièges à pattes de façon à noyer le castor le plus rapidement possible. Sinon, il se pourrait que la fourrure soit endommagée ou que des débris soient très difficiles à retirer de la fourrure. Tout colletage devrait être effectué sous la glace. Cela permet une noyade rapide et un minimum de dommages à la fourrure. Les collets devraient être fixés loin de la base de la glace afin d'éviter que le castor noyé remonte à la surface et gèle dans la glace. Les collets à castor ne devraient jamais être installés à l'eau claire, sauf si le castor peut se noyer rapidement. Plus longtemps un castor sera dans un collet, plus il y aura de dommages à la fourrure. Encore une fois, des marques de collet sur un castor. Nous voyons le sang du côté cuir et nous savons immédiatement qu'il y aura du dommage dans la bourrure du côté de la fourrure. Une autre étape importante est de bien nettoyer vos castors sur le terrain. En fait, les peaux mal nettoyées et endommagées par les pièges sont les deux principales raisons pour lesquelles les trappeurs perdent de l'argent. C'est à ce moment que le trappeur d'expérience fait une grande différence. Le problème le plus commun que nous observons avec les peaux de castor expédiées à l'encan, c'est que les trappeurs ne nettoient pas correctement leurs castors avant de les mouler. La présentation est non seulement importante pour les classeurs, mais particulièrement pour les acheteurs.
Si vous capturez un castor et que le piège est gelé dans la fourrure, rapportez le tout à la maison et faites-le dégeler tranquillement. Même chose s'il y a de la glace. Déposez le castor glacé dans un endroit tempéré et laissez la glace fondre. N'essayez pas de retirer la glace de la fourrure, ceci pourrait arracher des poils. Si les morceaux de glace sont très gros, remettez le castor sous l'eau et laissez-le fondre pendant un certain temps. La grande majorité des morceaux de glace vont se décoller. Put the beaver back underwater and leave him for a while. Much of the large chunks will slip off. Coupez les collets avant qu'ils ne gèlent dans la fourrure. Il est important de toujours couper les collets du côté ventral du castor. Faites glisser les pinces sur le câble, soulevez et puis coupez. De cette façon, vous éviterez de couper les poils. Si cela n'est pas possible, rapportez le castor à votre atelier de fourrure, laissez-le dégeler et coupez le câble. Ne jamais déposer votre castor mouillé sur la glace. Les poils de garde figeront immédiatement la glace et seront arrachés lorsque vous soulèverez le castor. À l'automne et au printemps, assurez-vous de bien laver votre castor. S'il est vraiment sale, rapportez-le à la maison et lavez-le avec un boyau d'arrosage. Une autre façon de laver un castor est de trouver un ruisseau avec un certain courant et d'y attacher le castor. Vous pouvez même le laisser pendant plusieurs heures, laissant l'eau nettoyer la fourrure. En hiver, la neige nettoie bien la fourrure. Vous avez seulement à rouler et à frotter le castor dans la neige. Cela assèche et nettoie la fourrure. Presque tous les castors morts noyés saignent du nez. Un peu de sang sur le nez n'est pas un problème. Par contre, si vous avez un bon nombre de captures, ne les empilez pas les unes sur les autres et évitez de mettre du sang sur la fourrure des autres castors. Vous pouvez aussi envelopper le nez des castors afin d'absorber le sang. Les vieilles chaussettes sont une bonne solution. Il suffit de les glisser sur la tête des castors. Lors de la visite des pièges, plusieurs trappeurs apportent avec eux des poches de fourrure. Ils ensachent leur castor afin de garder la fourrure propre et par temps froid, le sac empêchera la fourrure de coller au traîneau ou au fond de la boîte du camion. Si vous avez du sang sur la fourrure, vous pouvez laver le castor à l'eau tiède. Certains trappeurs aiment utiliser un peu de détergent à vaisselle ou du bicarbonate de soude. La prochaine étape est de faire sécher les castors, soit sur une grille ou tout simplement en les accrochant dans un endroit frais et ventilé. Ils devraient être suspendus la tête vers le bas, afin d'éviter que le sang coule sur la fourrure. Faites-les sécher complètement. Cela est important, car lors de l'écharnage, les endroits humides pourraient causer des accros, particulièrement si vous utilisez une poutre. Il est préférable que le castor soit écorché le plus rapidement possible. Un castoron se conservera quelques jours dans un endroit frais, pourvu qu'il soit positionné sur le dos, pour empêcher que le contenu de l'estomac soit en contact avec la peau du ventre et cause une perte de fourrure à cet endroit. Lorsque la fourrure est sèche, brossez-la soigneusement et retirez tout débris que vous pourriez accrocher avec votre couteau d'écharnage. Examinez la fourrure pour n'importe quel débris ou résine, toute chose qui pourrait accrocher la lame du couteau lors de l'écharnage et causer une déchirure dans le cuir. Toute bonne brosse pour chien fonctionne, ainsi qu'une brosse plus fine ou même un gros peigne. La résine, c'est un autre sujet. Il serait mieux, autant que possible, que la résine soit retirée de la fourrure par le trappeur. Parce que plus longtemps la résine demeure dans les poils, plus elle se solidifie et elle devient encore plus difficile à retirer pour nous. La façon que je pense être la meilleure serait probablement l'utilisation d'un diluant pour peinture ou quelque chose pour dissoudre la résine. Voici donc la liste des points clés. Connaissez votre marché. Récoltez les castors au maximum de leur valeur. Gardez vos pièges propres et en bon état. Tendez vos pièges de façon à tuer les castors rapidement. Nettoyez vos castors sur le terrain et protégez-les pendant le transport. Nettoyez vos castors et nettoyez vos castors. N'arrachez jamais la glace de la fourrure. Séchez la fourrure avant l'écorchage. Cette section sur la manipulation du castor vous présentera plusieurs méthodes qui peuvent fonctionner pour l'apprêtage d'un castor. Elle présentera diverses techniques et idées qui ont pour but d'aider le trappeur à améliorer ses compétences. Comme vous pourrez voir, il y a de nombreuses façons d'apprêter vos peaux. Pour le trappeur, il suffit de trouver la technique qui lui convient le mieux et qui lui permet d'obtenir un produit fini qui saura répondre aux attentes des acheteurs et aux exigences des classeurs. Il y a deux façons de plumer un castor. On peut soit le plumer propre ou soit le plumer brut.
Le plumage brut consiste à retirer la peau en laissant le gras et la viande attachés. Le plumage propre consiste à laisser le gras et la viande sur la carcasse. Les deux façons fonctionnent, il suffit simplement de trouver la façon qui vous convient le mieux. Avant de commencer, il est important de connaître les risques de santé potentiels associés à la manipulation de la fourrure sauvage. Il est fortement recommandé de porter des gants lors de l'écorchage. Le castor a peu de maladies qui peuvent affecter le trappeur. La plus commune, dont nous avons tous entendu parler, est la fièvre du castor. Il s'agit en fait d'un parasite unicellulaire qui est passé par les excréments du castor. Il est généralement transmis en buvant de l'eau contaminée, mais peut également être transmis par les voies intestinales. Souvent, en coupant accidentellement les intestins lors de l'écorchage, le parasite peut se transmettre à l'humain. Cette maladie se traite facilement, mais vous serez très malade avant de découvrir que vous l'avez. Vous devez savoir que les chiens, en particulier les jeunes, peuvent aussi contracter cette maladie. Vous constaterez alors une diarrhée incontrôlable et cela est très difficile pour les chiens. Encore une fois, cela se traite facilement une fois que le vétérinaire a trouvé le problème. Le castor peut également être porteur de la tularemie. Le port de gants et bien se laver les mains après l'écorchage est la meilleure défense contre la tularemie. On peut identifier la tularemie en vérifiant le foie pour des kystes blancs qui donnent l'apparence d'une fraise. Assurez-vous de vérifier le foie si vous avez l'intention de consommer la viande de castor. Le castor peut aussi être infecté de vers rond, par contre, c'est spécifique à l'espèce. Le castor n'a seulement que quelques parasites externes, le plus commun étant soit le tic que l'on voit dans la fourrure ou les petits coléoptères de couleur rouge qui vont courir dans le poil qu'on appelle les coléoptères de castor. Ces parasites sont spécifiques au castor et n'affectent pas la valeur de la fourrure. Si vous avez un animal qui est fortement infesté, il suffit de le mettre dans un sac de plastique avec un peu d'insectifuge et en 1 heure, les parasites seront morts. Il est important pour le trappeur d'avoir un assortiment de couteaux et d'équipements qui lui permettront non seulement de faire le travail, mais aussi avec lesquels il sera à l'aise de travailler. Il existe sur le marché de nombreux outils pour la manipulation des fourrures et ce que vous utilisez, c'est votre choix. Plus tard dans le DVD, nous allons vous démontrer comment utiliser et aiguiser les outils les plus utiles et quelques exemples d'équipements fabriqués à la main et mis au point pour faciliter la manipulation de la fourrure. Examinons les étapes de l'écorchage brut. Retirez les pattes avant de commencer l'écorchage, soit en utilisant un couteau à lame épaisse en faisant une torsion des pattes ou en prenant une hachette. Les pattes de devant devraient se détacher facilement en coupant dans l'articulation et en faisant une torsion. Une autre méthode est de les couper avec une hache. Certaines personnes préfèrent utiliser un support pour écorcher, d'autres préfèrent écorcher sur une table. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la surface soit propre et sans graisse. Coupez tout autour de la queue, mais n'allez pas trop profond, car vous risquez de perdre votre poignet pour transporter la carcasse. Si vous avez l'intention d'écorcher la queue, vous l'enlèverez plus tard. Maintenant, coupez la queue jusqu'à l'anus en faisant le tour de chaque côté. Faites attention de ne pas couper trop profond, car les tondreux sont situés dans cette région. Maintenant, prenez le dos de votre couteau et tracez une ligne à partir du bas de la lèvre inférieure vers le haut de l'anus. Cette étape vous aidera à marquer une ligne droite. Vous pouvez utiliser un couteau ou un couteau à lame rétractable muni d'une lame crochet pour faire cette coupe. Si cette coupe n'est pas bien centrée, vous aurez de la difficulté à obtenir une belle forme lors du moulage. Si vous travaillez avec un couteau, il est préférable de couper de l'anus vers la lèvre. Et si vous travaillez avec une lame crochet, coupez de la lèvre vers l'anus. Afin de maintenir une ligne droite, maintenez la peau bien tendue lorsque vous coupez. Soyez prudent de ne pas couper trop profond et risquer d'ouvrir la cavité de l'estomac. Gardez la lame sous la peau, mais sur les muscles de l'estomac. Soyez prudent avec les petits castors. Une fois la peau ouverte, vous pouvez écarter la peau de chaque côté de la coupe afin d'obtenir suffisamment d'espace pour manipuler le couteau. À cette étape, un bon couteau à castor avec une lame arrondie facilitera la tâche. On commence par de longs mouvements en maintenant le couteau incliné, davantage vers la carcasse que vers la peau. Laissez tout le gras sur la peau en vous déplaçant le long du corps. Tirez la peau avec une main et faites glisser votre couteau avec l'autre jusqu'à ce que la peau soit détachée du ventre et de la poitrine. Lorsque vous irez vers la tête, en partant de la ligne centrale, écorchez de chaque côté jusqu'au mâchoire. Détachez la peau jusqu'au milieu de la mâchoire inférieure. Juste à l'intérieur de l'ouverture de la peau, au niveau des pattes avant, sont situées 2 mamelles. Prenez le temps de les retirer en nettoyant proprement le cuir à cet endroit. Cela se fait facilement en modifiant l'angle de votre couteau. Cette petite étape vous sauvera plus tard, si vous utilisez une poutre, d'accrocher les mamelles et de percer un trou dans la peau.
Les castors ont 4 mamelles. Chez les adultes, celles des femelles sont plus grosses que celles des mâles. Les 2 autres mamelles sont situées un peu plus loin sur les côtés, à environ 4 pouces et demi ou 5 pouces derrière celles de devant. Lorsque vous avez atteint l'anus, il est également bon d'écharner proprement la peau de cette région. C'est la partie la plus fragile de la peau et elle se déchire facilement. Également, cette région est plus huileuse et bien la nettoyer empêche l'huile de salir la fourrure lorsque le gras sera poussé vers le bas. Une fois que vous avez séparé la peau de la carcasse aussi loin que vous pouvez, vous devriez être au niveau des pattes. À ce point, il faut passer les pattes à travers les trous créés lorsque vous les avez coupées. Saisissez la peau à l'extérieur de la patte et roulez-la par-dessus la patte, tout en utilisant votre couteau pour détacher la peau de la carcasse. Éventuellement, vous aurez atteint l'extrémité de la patte. Coupez tout le tour pour libérer la peau. Maintenant, poursuivez et détachez la peau sur les côtés du castor. Lorsque vous vous déplacez vers la tête, écorchez jusqu'au niveau des mâchoires et ce, à partir de la coupe centrale. Retirez la peau jusqu'à la moitié de la mâchoire inférieure. Une fois que vous avez un côté de libéré, retournez le castor et faites la même chose de l'autre côté. Cette fois, par contre, commencez à la tête et travaillez vers l'anus, tout en libérant les pattes durant le processus. À ce point, le castor est ouvert du côté ventral. C'est maintenant le moment de retirer les tondreux et les huileux. Les glandes sont de chaque côté de l'anus, les huileux étant plus bas dans l'abdomen. Ces glandes débouchent à l'anus et les 2 sont recouvertes par une fine membrane. Tondreux, huileux, c'est un mâle. Le baculum. Là, c'est ici, le tondreux et le huileux. Il est recommandé d'utiliser un couteau d'écorchage pointu et bien aiguisé. Il suffit de soulever la membrane et de couper au-dessus des tondreux. Vous pouvez ensuite utiliser vos doigts pour libérer la membrane tout autour des glandes. Il est important de retirer toute la chair autour de celle-ci. Et faites attention car les tondreux se déchirent facilement. Le castoreum est en grande partie ce qui a de la valeur dans les glandes. Une fois que vous avez libéré les tondreux, il suffit de les détacher en coupant l'excédent de chair. Laissez les glandes sécher de 3 à 4 jours, bien suspendues dans un endroit sec. Si elles sont laissées trop longtemps, les glandes perdront du poids. Assurez-vous de les retourner régulièrement afin que toutes les parties soient sèches. Ensuite, placez-les dans un sac et faites-les congeler. Nous examinerons les tondreux, leurs utilisations et leur classification un peu plus loin dans cette production. La plupart des tondreux ont un poids sec de 4 à 6 onces, à l'occasion 7 onces. Une grosse paire de glandes, généralement celle d'un gros mâle en fin d'hiver ou tôt au printemps, peut peser près d'1 livre. Ces photos illustrent de tondreux très inhabituels, probablement dus à une anomalie chez un castor. Vous pouvez voir celles-ci, elles ont probablement le record, personne n'a jamais vu des glandes aussi grosses. Elles sont totalement déformées. 60 $ l'once, il va bien s'en tirer. Les huileux sont situés juste dessous les tondreux et ont aussi une valeur. Pour ces glandes, il n'est pas nécessaire de retirer la chair de la membrane. Par contre, pour la fabrication des leurres, il est important d'extraire l'huile lorsque ces glandes sont encore fraîches. L'huile des huileux devient rapidement souillée et change d'odeur si elle vieillit. Lorsque vous avez terminé d'écorcher votre castor, il suffit de percer les glandes et d'extraire l'huile dans un pot, puis la congeler. Les glandes vidées ont également une valeur et peuvent être séchées. Plusieurs trappeurs les utilisent comme appât lorsqu'ils tendent au canidé. Tournez le castor sur le ventre et continuez de retirer la peau de la carcasse en commençant par les côtés et en se déplaçant vers le dos. Ensuite, écorchez à partir de la queue, tout en tirant la peau vers le haut par-dessus la tête du castor. Lorsque vous écorchez la partie dorsale du castor, vous remarquerez qu'il y a beaucoup moins de gras, seulement une mince couche de viande sur la carcasse. Faites attention dans cette section car on peut y percer la peau très facilement. Lorsque vous arrivez à la tête, coupez les oreilles proches du crâne car elles seront retirées plus tard. À cette étape, changez de couteau et choisissez un qui s'aiguise plus facilement. Une grande partie du reste de l'écharnage se fera en contact avec le crâne et abîmera la lame des bons couteaux. Continuez sur la tête en travaillant sur les côtés et en passant par les joues jusqu'à ce que vous atteigniez les yeux. Ici,
Il suffit de changer l'angle de votre couteau légèrement en le maintenant plus à plat jusqu'à ce que vous arriviez en avant de l'œil. Il y a une petite crête à cet endroit que vous devez couper à un angle de 90 degrés vers le bas afin de retirer la peau. Continuez de couper vers la bouche d'un côté à l'autre. À l'approche du nez, vous allez remarquer que l'os du crâne se transforme en cartilage. Il est important de couper la peau du nez aussi près que possible de l'os. Vous aurez ainsi de la facilité à écharner la peau sur une poutre si vous choisissez de le faire de cette façon. Plusieurs trappeurs, lorsqu'ils ont maîtrisé la technique de l'écorchage, se réunissent ensemble pour le plaisir de faire des compétitions. Mettez-y beaucoup de pratique et un jour, vous pourrez défier Jackie Wirtz. Il est considéré par la plupart comme le champion de l'écorchage du castor au Canada. Jackie vit en Alberta et manipule entre 2000 et 3000 castors chaque saison. Il trappe depuis plus de 25 ans. Il aurait donc manipulé aux alentours de 65 000 castors. Son temps record d'écorchage lors d'une compétition, y compris les pattes et la queue, a été enregistré à 1 minute 57 secondes. Rappelez-vous de ces points clés lors de l'écorchage du castor. Portez des gants. Gardez votre table d'écorchage propre, bien dégraissée autour des tétines, bien nettoyer et sécher les tondreux, bien dégraisser autour de l'anus, laissez le nez intact. L'autre façon de plumer un castor est l'écorchage propre, qui produira une peau qui sera prête à être clouée tout de suite après être écorchée. Le but de cette méthode est de laisser tout le gras et la viande sur la carcasse afin d'obtenir une peau propre lorsque vous avez terminé. Danny Weiss, un directeur de longue date sur le Conseil des producteurs de fourrures sauvages, est considéré non seulement comme un trappeur extraordinaire, mais aussi comme un manipulateur de fourrures de classe mondiale. Danny capture environ 100 castors par année dans l'État de l'Iowa. Il nous explique sa technique pour écorcher un castor propre. Le meilleur truc pour avoir une peau propre, et une des choses que je vais vous montrer en commençant, c'est même si ça, c'est une lame de scalpel coupante, je veux l'aiguiser un peu. Le truc avec ces couteaux-là, quand on veut les remettre coupants, c'est que même s'ils sont déjà coupants, c'est que la bordure ressemble à la bordure de ce papier essuie-tout. Quand je me sers de mon couteau de cette façon-là, je veux que la bordure soit par en bas. Donc, je vais donner un ou deux coups de couteau de ce côté-là. De cette façon-là, la lame, au lieu d'être parfaite, va avoir la bordure qui courbe un petit peu par en haut. Donc, quand le couteau est contre le cuir, la lame coupe en s'éloignant et donc ça évite de couper la peau. Assurez-vous de faire ça une fois ou deux pour être sûr que la bordure de la lame soit dans ce sens. Le meilleur truc pour écorcher propre, c'est de faire attention dès le début, car on voit bien où est situé le gras. Je m'assure de tirer sur la peau dans le bon angle afin de faire de belles coupures avec mon couteau. Je ne veux pas laisser aucune viande ni aucun gras attaché à la peau. Une fois que j'ai fini avec ma peau, je vais être capable de la laver et de la clouer. Essayez de faire environ 1 pouce à la fois. Allez pas trop loin dans la même direction. On veut garder la peau au même niveau de chaque côté. Dès que j'ai assez de cuir de détacher, le truc est de maintenir une tension avec la main. Je mets mes doigts comme ça, je roule mes jointures, ça me donne une bonne prise. Et ça me permet de mettre la pression sur le cuir. Je ne veux jamais utiliser le couteau de cette façon, on coupe toujours comme ça avec le couteau. On dirait que ce castor-là s'est battu. Il va avoir une cicatrice ouverte ici. C'est un castor capturé au printemps. Il commence à se battre pour les territoires. Cette partie-ci du castor, juste en haut de la queue, est habituellement appelée la selle. De ce côté et sur le dos sont les parties les plus difficiles à enlever. Plusieurs trappeurs pensent qu'on a besoin d'un couteau rond pour plumer un castor. Moi, j'aime bien le couteau à steak Chicago
ou bien un couteau avec des lames de scalpel, même s'ils ont un bout pointu. On utilise le premier pouce et demi du couteau de toute façon. Je n'utilise jamais cette partie-ci pour plumer. On utilise seulement la partie courbée. Encore là, le truc, c'est qu'on tire avec une main. On garde un bon angle avec le couteau et on rase la viande et le gras du cuir. L'autre chose que je devrais vous dire, c'est quand j'utilise un couteau, je dis aux gens qu'on ne sent pas bien ce qu'on fait quand on tient le couteau comme ça. Je préfère mettre mon index à au moins la moitié du couteau comme ça. Je me sers de mon doigt pour donner la bonne quantité de pression sur mon couteau. On arrive aux pattes d'en avant. Il faut les sortir. Pour être capable de rouler ce castor, moi j'utilise une cruche d'un gallon. C'est une cruche d'antigel. Ça marche très bien. Je le place ici en arrière du castor. De cette façon-là, je peux positionner le castor de n'importe quel angle que je veux. Je me sers de mon ventre pour faire une pression, ou je tourne la cruche de cette façon. C'est important de maintenir cet angle comme ça. Vous ne voulez pas couper comme ça. Avec ma cruche, je peux pencher mon castor juste un peu. Je garde le bon angle avec mon couteau. Voyez le beau travail. Il ne restera plus aucun morceau de gras ou de viande sur la peau. Si un castor est plumé propre, on ne devrait voir aucune marque de viande comme ça. Vous devriez seulement faire rouler la viande sur la carcasse. C'est pour ça que ça prend un bon couteau. Courbez le rebord de la lame un petit peu lorsque vous l'aiguisez et gardez une bonne tension. Je vais utiliser mes doigts comme ça. En fait, on saisit la peau et puis on la roule. Je vais rouler mes doigts comme ça pour garder une bonne tension sur la peau. L'autre chose que je dis aux gens, quand on commence à avoir de petits coups de couteau sur le cuir, c'est que vous n'avez pas le bon angle ou que votre couteau est trop coupant. Ça laisse des marques dans le cuir. Quand on arrive aux pattes, d'en avant ou d'en arrière, c'est difficile de tout enlever sans faire de trous. Il faut prendre son temps et savoir où se trouve le gras par rapport au cuir. Bon, une fois que la patte est coupée, on continue de plumer vers le dos en s'assurant de laisser aucun gras. Une des parties les plus dures à enlever est ici derrière, sur la selle de 6 à 8 pouces en haut de la queue. C'est important quand on plume propre d'avoir un couteau très coupant et de se déplacer en ligne droite. N'allez pas trop loin d'un côté et pas assez loin de l'autre. Vous voulez dérouler la peau seulement 1 ou 2 pouces à la fois. Mettez votre main ici et roulez la peau en gardant la bonne tension. Je vais descendre un autre pouce ou 2 sur ce castor, jusque passer le milieu du dos. Et puis, on va retourner ce castor et recommencer de l'autre côté, au niveau du ventre. Comme j'ai dit, on roule la main comme ça, nos jointures, pour permettre la tension. Toujours faire glisser le couteau le long de la peau. OK, une fois ce côté propre, on retourne le castor. C'est pratiquement la même chose, on recommence du début. On tire sur la peau tout doucement et délicatement pour commencer. Parce que les premiers coups de couteau sont importants. On veut laisser aucun morceau de viande ou de gras sur le cuir. On doit s'assurer de bien commencer.
Il faut faire attention vis-à-vis des tétines du castor. On va rencontrer l'autre côté, vers le milieu du castor. Vous pouvez voir, la peau se détache au centre du castor. OK, je le revire sur son ventre, et maintenant, vous pouvez voir, j'ai pratiquement tout fini, sauf au niveau de la tête. C'est un bon indice que le castor a été plumé propre. Il n'y a pas de grosses marques dans la viande. Ça voudrait dire que vous n'avez pas le contrôle de votre couteau. Au final, on devrait avoir une belle peau comme ça. Il peut y avoir un peu de viande, mais ça s'enlève facilement en grattant comme ça. Le reste, c'est déjà prêt à être mis sur un moule. La dernière chose qu'il reste à faire, c'est d'emmener la peau par-dessus la tête. Encore là, on garde la bonne tension. On va plumer les oreilles et la tête jusqu'ici avec un couteau. Et voilà. Voici à quoi ressemble une peau qui a été plumée propre. Tout ce qui reste est un petit peu de gras, un petit peu de viande, mais en général, ce castor est prêt à être moulé. On n'a pas besoin d'utiliser de couteau à dégraisser. Si vous devez congeler vos peaux de castor avant de les mouler, faites-le avec des peaux écorchées brutes. Les peaux écorchées propres ne congèlent pas très bien car elles vont sécher au congélateur. Les peaux doivent être congelées côté fourrure vers l'extérieur en prenant soin qu'il n'y ait aucun gras au cuir exposé. Elles devraient être emballées dans 2 sacs et congelées en petit nombre. Préférablement, ne pas les empiler afin que celles du milieu gèlent aussi rapidement que celles du dessus. Les peaux non congelées peuvent être conservées pendant 4 à 5 jours avant d'être dégraissées. Par contre, il est important de les vérifier de temps à autre. Il suffit de sentir la tête, cette partie de la peau semble être le premier endroit à se gâter. Lorsqu'on décongèle les peaux, assurez-vous qu'il n'y ait aucune partie du cuir qui serait exposée et qui pourrait sécher, ce qui rendrait le dégraissage plus difficile. Comme vous l'avez vu, une peau plumée propre prend un peu plus de temps et de précision. Par contre, on évite l'étape du dégraissage. Voici donc les points à se rappeler lors de l'écorchage propre. Aiguisez votre couteau en courbant la lame. Maintenez une bonne tension sur la peau. Inclinez le couteau le long de la peau. Déplacez-vous de façon égale le long de la peau. Comme vous pouvez le voir, on obtient 2 résultats très différents avec ces 2 méthodes de plumage, et chaque méthode nécessite des outils différents. La fourrure du castor, tout comme celle du rat musqué, bénéficie du barattage, et c'est à cette étape qu'il est préférable de l'effectuer. Il n'est pas très pratique de baratter une peau de castor après qu'elle ait été séchée. De plus, cela n'est jamais fait à la maison d'en-camp. Le barattage, en plus de sécher, nettoyer, faire briller et rehausser l'apparence de la fourrure, le brin de scie permet également d'assécher le gras laissé sur le cuir lors du dégraissage. Voici une comparaison de peau et avant et après, montrant la différence que fait le barattage dans l'apparence de la fourrure. Il faut faire attention de ne pas laisser trop longtemps les fourrures de castor dans la baratte. La fourrure du castor contient des huiles naturelles et un barattage trop long pourrait les éliminer. De 8 à 9 minutes est environ le temps recommandé pour le castor. Pour les peaux fraîches, comme le raton laveur, le castor et surtout le rat musqué, il faut les laisser environ de 8 à 10 minutes avant de les dégraisser. Contrairement au rat musqué, on ne peut pas baratter les peaux de castor pour les faire sécher car ce serait trop long. Lors du barattage, assurez-vous d'utiliser un brin de scie de bonne qualité, celle conçue pour la fourrure.
Ce produit est disponible en sac et on peut nettoyer de 50 à 75 castors, tout dépendant de la propreté de la fourrure et à quelle fréquence vous changez le brin de scie de votre baratte. N'utilisez pas le brin de scie sur votre table de sciage, il sera impossible de le retirer de la fourrure. Si vous barattez une fourrure de castor après l'avoir écorchée propre, vous devrez gratter et enlever tout le brasserie du côté cuir. Il est important de présenter des peaux bien manipulées aux classeurs et aux acheteurs. Le barattage de vos peaux de castor est une autre étape vers cette présentation parfaite. Rappelez-vous ces points lors du barattage. Laissez les peaux dans la baratte seulement 8 à 10 minutes. Utilisez un brin de scie de bonne qualité. Grattez l'excès de brin de scie du côté cuir de la peau. Si vous avez plumé votre castor propre, votre travail de dégraissage est presque terminé, seulement de petites retouches à faire. Par contre, si vous avez plumé de façon brute, le plaisir ne fait que commencer. Il y a deux façons de dégraisser un castor, soit avec un couteau sur le genou ou sur une poutre. L'utilisation d'une poutre nécessite quelques outils supplémentaires, tels des couteaux d'écorchage. Il existe plusieurs marques sur le marché. Assurez-vous de choisir un couteau avec un acier de haute qualité. Les deux marques les plus populaires sont le Necker et le couteau Caribou. Le Necker a un tranchant sur la partie convexe de la lame pour couper et un rebord plat du côté concave de la lame pour repousser les gras légers. Pour sa part, le couteau Caribou est aiguisé sur les deux côtés. Afin de bien dégraisser, il est important de garder les lames de vos couteaux bien aiguisées. Les frères Howell, de Precision Processing au Wisconsin, manipulent des dizaines de milliers de peaux de castor et de ratons laveurs chaque saison. Voici comment ils aiguisent leurs couteaux. Nous avons commencé avec le couteau Necker. Il n'y a rien de mauvais avec le Necker pour faire 5 à 10 ratons laveurs dans un garage à quelque part. Mais nous avions de la difficulté à les garder coupants et nous avions de la difficulté à montrer aux gens comment les affûter pour qu'ils soient coupants. Ce qui se produit quand on dégraisse comme ça, si on est sur une poêle à dégraisser, c'est qu'on fait rouler la bordure coupante du couteau, on la fait rouler en dessous et une des façons de corriger ce problème et d'avoir un couteau rasoir, c'est de le mettre debout et de donner un bon coup. C'est difficile de garder le coupant de façon consistante sur ce couteau, et quand je dis coupant, je veux dire coupant comme un rasoir. On a essayé les couteaux Caribou, ici, il y a environ 3 ans. C'était un couteau fait sur mesure fait au Canada, le 128 CF. Le modèle 128 CF, il est rasoir des deux côtés, et l'idée, c'est qu'on peut gâcher un côté si on ne veut pas s'en servir comme côté coupant. Alors, on prend le côté concave et on peut utiliser une lime pour le rendre moins coupant. Moi, j'ai juste pris une meule. Vous devez être prudent. Quand on essaie de diminuer le côté coupant, on laisse une bordure. Il faut s'assurer que cette bordure-là disparaisse et à ce moment-là, on est prêt à commencer. J'ai ici 3 stades de couteau. Le couteau ici, j'ai commencé à m'en servir aujourd'hui. Il est flambant neuf. Cet autre couteau commence juste à avoir un peu d'usure. Vous pouvez voir qu'il y a un peu d'usure. Et celui-ci a probablement vu plus de peau de raton laveur que n'importe quel autre couteau Caribou. Je peux le garantir. J'ai probablement fait 40 000 ratons laveurs et 1000 castors avec ce couteau-là. Il a fait sa part des choses et maintenant je ne m'en sers plus. Je vais vous dire quelque chose d'unique à propos de ce couteau-là. Et la seule raison que je ne prends pas un autre couteau, c'est son poids. Quand on s'habitue au poignet et à son poids très léger, vous ne changerez jamais de couteau. Un autre aspect que Josh aime beaucoup est la minceur de la lame du couteau Caribou. Il explique pourquoi c'est important. Si on regarde le côté non coupant d'un couteau, on voit que ça monte, ça descend. C'est ça le côté non coupant. Quand on pousse avec le côté non coupant, c'est en fait les coins qui poussent. Après une coupe de centaines de ratons laveurs, qu'est-ce qui se passe? C'est que les coins roulent, et à ce moment-là, ça dégraisse pas plus que la cuillère de bois de votre grand-mère. Ça ne marche pas. Avec ce couteau-là, on peut voir que même après 40 000 ratons laveurs, 30 000 à 50 000, peu importe, il est toujours aussi mince. L'acier ne devient pas plus épais, il reste pareil, et c'est ça qui fait que ça va bien pour passer
par exemple sur les pattes de castor. Bon, revenons à l'aiguisage. À chaque fois qu'on dégraisse un animal, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Quand on dégraisse comme ça, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il y a une bordure microscopique, comme un petit frisé au bout du couteau. Quand on dégraisse, on roule la bordure microscopique. On peut le sentir, mais on ne peut pas le voir. Cette bordure-là se ramasse en dessous du couteau. Pour ramener cette bordure-là droite, ce n'est pas facile à cause de la qualité de l'acier. On a essayé bien des fois, mais on avait de la misère. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu te retrouves à couper dans le couteau. Alors, on a pris une queue de rat standard de bonne qualité, avec des micro-bordures dessus. Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il y a de la poussière de diamant là-dessus. Qu'est-ce qu'on faisait? On le frottait sur la lame pour redresser la micro-bordure. Vous l'entendez? On redresse la lame, on la redescend et on la redresse. Maintenant, le problème avec une queue de rat d'acier, ou même de diamant, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie d'aiguiser un couteau à dégraisser, on crée en fait un couteau avec bordure dentelée, et ça, c'est beaucoup plus compliqué de dégraisser à ce moment-là. On est allé avec un fusil d'acier sans bordure. Ils sont semblables. Celui-ci est un peu usé, mais l'acier lisse est fait d'une bonne qualité d'acier et est complètement lisse. Il est aussi lisse qu'un clou. Ce que ça fait ce qu'on veut. Elle redresse la bordure et la redescend, tout en la gardant lisse sans faire une bordure dentelée. C'est ça qu'on essaie de faire avec la bordure de la lame de notre couteau à dégraisser. Josh nous explique comment il aiguise ses couteaux. La première chose que je vais faire, je vais mettre ma poignée droite dans ma main gauche, comme ça. Je vais le retourner. Je vais y aller lentement ici. Vous pourrez le réécouter pour bien comprendre. C'est important quand tu aiguises ton couteau, tu le fais de la même façon à chaque fois. Tu le fais toujours avec la même main. Tu ne guises pas ton couteau d'une main et l'autre fois avec l'autre main. Tu veux que la micro-bordure soit toujours roulée de la même façon. Je vais le prendre comme ça, changer de main, et là, la micro-bordure, la petite lèvre, va se retrouver en dessous. Je vais la redresser. On veut que la petite lèvre qui se ramasse en dessous soit bien droite. Je vais faire ça 3 à 5 fois jusqu'à ce que je puisse le sentir avec mes mains qu'elle est bien droite. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va la mettre à angle vers la pôle à dégraisser. On va la remettre droite, on va la cogner, mettre droite, cogner. Je vais vous montrer comment faire ça. Présentement, je la redresse. Je glisse la lame sur le fusil. Maintenant, je tourne le couteau à peu près à cet angle-là et je vais changer l'angle. 1, 2, 3, 4, en tirant avec le fusil et 1 en coupant vers l'acier. Ça prend un peu de pratique. Au début, ça va être difficile. C'est un mouvement qu'on n'est pas habitué de faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la lèvre qui est en dessous, on la remet droite et on la redescend. Frotte ta main comme ça, tu vas sentir que la micro-bordure accroche. Elle n'est pas du bon bord. Ça veut dire qu'elle est vers le haut. On ne la veut pas par en bas, on ne veut pas qu'elle soit frisée par en dessous, on la veut comme ça. Soyez prudent quand vous ramenez le fusil comme ça. Ne prenez pas des mauvaises habitudes. Vous voulez le glisser à plat. Vous ne voulez pas faire ça, sinon, au lieu de la redresser, vous allez la ramener beaucoup trop vers le haut. Gardez-le à plat et redressez l'angle. On va parler maintenant de la pierre à aiguiser. C'est la seule façon d'avoir une bonne bordure sur nos couteaux à dégraisser. Normalement, je le mets sur la pierre seulement après 80 à 150 castors. Je vais vous dire ce qu'on obtient avec cette pierre-là. Quand on sait s'en servir, le résultat est une lame très coupante. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec mon couteau quand je n'ai plus cette petite lèvre microscopique. Quand le couteau ne coupe plus comme une lame de rasoir, je veux dire que je ne peux plus dégraisser en poussant avec mes doigts, je le remets sur la pierre. Ici, c'est mon côté coupant, le côté avec lequel je dégraisse. Qu'est-ce que je fais? Je le vire de bord, puis je le tire à l'envers. C'est l'inverse du normal. En le tirant vers moi, ce que je fais, c'est que je crée le petit côté frisé
sur le derrière du couteau, et quand je sens cette lèvre-là d'un bout à l'autre du couteau, je suis prêt à recommencer à aiguiser. Je commence au coin en plein ici. L'angle de l'usine est ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. L'angle ici est celle de l'usine. J'aime qu'elle soit un peu plus prononcée. Alors, je la change un peu. Je tire vers moi et de cette façon, je crée la micro-bordure à nouveau. Quand le couteau est flambant neuf, on peut avoir à faire ça de 20 à 30 fois. Quand il est vers la fin de sa durée de vie, il faut peut-être le refaire 100 à 120 fois, avant que ça revienne. Pour bien faire, il faut que tout le corps se déplace vers l'arrière. Si je déplace juste mes bras, je commence à plat et ensuite je change l'angle du couteau vers la fin du mouvement. J'utilise tout le haut de mon corps. On me demande combien de fois je vais faire ça. Je vais le faire jusqu'à temps que je sente la bordure est parfaite d'un bout à l'autre. Maintenant qu'on a fini avec la pierre aiguisée, qu'on a une bonne bordure de bout à l'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre bien droite et on va la redresser. Bien droit, on la redresse. La raison qu'on fait ça 30-40 fois, c'est qu'on veut que la bordure soit lisse, qu'elle soit lisse comme le fusil. Présentement, on a une bordure qui a été faite avec une pierre de grain médium. On ne veut pas ça pour dégraisser. On ne veut pas un couteau rugueux, on ne veut pas un couteau dentelé, on veut une lame lisse. Donc on va faire ça plusieurs fois. On ramène, on redresse. On ramène, on redresse. À chaque fois qu'on se sert du fusil, on polit l'acier. Essentiellement, on le ramène et on le redresse, et à chaque fois, on polit et on durcit la lèvre. Cette bordure microscopique qu'on a mentionnée. Après chaque castor, je le refais 2 fois. 1, 2, 3, 4 et 1. 1, 2, 3, 4 et 1. Nous voulons tous bien manipuler nos fourrures. Cela fait partie d'être un bon trappeur. Il est nécessaire d'avoir le bon équipement et surtout de bien l'entretenir. Point clé. Équarrissez le côté non coupant de votre grattoir occasionnellement. Utilisez seulement un fusil sans rainure. Utilisez la même technique à chaque fois, l'angle est important. Donnez de grands coulons sur la pierre à l'huile. Maintenant, regardons comment ils se servent de leur grattoir. Josh préfère utiliser une poutre large, l'espace pour gratter est plus grande. Il commence par la tête, juste derrière les oreilles. Il gratte la partie du dos avec de longs et larges coups afin d'enlever la viande la plus ferme. Lorsqu'une section est terminée, il glisse la peau vers le haut et continue jusqu'à la base de la queue. Une fois que cela est fait, il positionne le milieu du dos de la peau sur la pointe de la poutre et nettoie tout vers les côtés. Il utilise le côté coupant du grattoir pour la partie du dos et ensuite retourne le grattoir afin de pousser le gras mou le long des bordures avec le côté non coupant. De cette façon, il ne reste que 4 pointes de viande autour de chaque patte. Il déplace ensuite la peau afin que chaque trou de patte soit situé sur le plat de la poutre et pousse le gras hors de la peau. C'est à ce moment qu'il retire les lèvres et le nez. Le temps moyen est de 3 minutes, ce qui prend beaucoup de talent et de pratique, même avec des couteaux coupants. Afin de bien dégraisser une peau de castor, il est important d'avoir la bonne poutre. Il y a plusieurs modèles et matériaux parmi lesquels on peut choisir, mais la plus commune est une poutre en bois. Pour que la poutre demeure lisse, certains trappeurs préfèrent utiliser un revêtement en PVC, alors que d'autres préfèrent un revêtement en caoutchouc. L'angle ainsi que la largeur de la poutre varient selon les préférences, mais il devrait normalement refléter la largeur et la courbe du grattoir utilisé. La poutre devrait toujours être lisse, propre et libre de gras. L'utilisation de la poutre à dégraisser est un art qui se maîtrise avec un peu de pratique. Il faut savoir quelle pression exercer sur le grattoir, qu'est-ce qu'on peut pousser et qu'est-ce qu'on doit couper. Plus tard, nous vous présenterons quelques autres techniques que les professionnels utilisent. Le gras d'une peau de castor s'enlève plus facilement lorsqu'il est froid. C'est moins huileux. Lors du dégraissage, afin de garder la fourrure propre, essuyez la poutre avant de commencer et faites-le périodiquement. Placez le nez à la pointe de la poutre et attachez les bordures de la peau au bas de la poutre.
Un morceau de carton entre vous et la peau peut être utilisé afin d'empêcher qu'elle ne glisse sur la poutre. Vous pouvez utiliser un couteau coupant ou votre grattoir pour nettoyer le gras et la viande au niveau de la tête. Ne perdez pas de temps avec les oreilles, on les enlèvera plus tard lors du moulage. J'enlève ça ici, autour des épaules, autour des oreilles, puis un petit peu à côté des lèvres. En utilisant le côté coupant de votre couteau, commencez à couper au niveau des épaules en enlevant le tissu épais de cette région. Remontez la peau sur la poutre et grattez le milieu du dos aussi loin que possible. Avec le temps, vous allez découvrir quel angle fonctionne le mieux pour votre couteau. Continuez à gratter en poussant le gras et la viande vers les côtés, ensuite de l'autre côté, tout en ajustant la peau pour qu'elle demeure bien étirée sur la poutre. Toujours travailler sur la partie aplatie de la poutre. Cela vous amène aux pattes avant. Si la fourrure se plie sur elle-même ou si du gras roule en dessous, il y a des risques de faire des trous dans le cuir. Le gras plus mou autour des pattes ou le gras d'un castor jeune peut être poussé facilement avec le côté non coupant du couteau. Si vous n'avez pas plumé propre autour des tétines, soyez prudent de ne pas les accrocher avec le couteau à dégraisser et de faire un trou dans la peau. Relevez la peau et insérez un des trous de patte sur la pointe de la poutre afin de diminuer la distance à gratter. Le tissu conjonctif et la graisse à l'intérieur des pattes devront pas être enlevés avec la partie coupante. La région des épaules est une partie des plus difficiles à dégraisser sur les vieux castors, surtout lorsqu'il y a plusieurs cicatrices. Il faut exercer beaucoup de pression et parfois donner plusieurs coups de couteau afin de réussir à bien amincir cette section. Faites attention de ne pas ouvrir de vieilles cicatrices. On retrouve deux types de gras, le gras mou et le gras plus dur mélangé avec de la viande. On peut voir la ligne entre les deux types de gras, de l'intérieur des pattes avant vers l'intérieur des pattes arrière et vers les côtés de la queue. Si vous commencez à dégraisser par le milieu du dos et que vous allez vers le côté, vous réaliserez que le milieu doit être vraiment coupé au couteau et les côtés simplement poussés avec un côté non coupant. Sur un petit castor, on pourra pousser tout le gras avec le côté non coupant. Faites attention que le gras ne salisse pas la poutre et les côtés de la peau. Poussez le gras sur la longueur de la peau en utilisant, si vous voulez, un peu de brin de scie afin d'éviter les taches de graisse sur la fourrure. Ne laissez pas le gras s'accumuler sur la poutre. Les fourrures huileuses empêchent les classeurs et les acheteurs de bien évaluer les peaux. À chaque fois que je sais que je vais dépasser sur les poils, je mets un peu de brin de scie sur le gras avant. Avec le côté non coupant, je pousse le gras par-dessus le trou de patte. Continuez à déplacer la peau en dégraissant jusqu'en bas. Encore une fois, assurez-vous de garder la poutre à dégraisser très propre et retirer les gros morceaux de gras. Sur les gros castors, il faudra relever la peau plusieurs fois, en continuant vers le bas pour pousser le gras mou par-dessus les trous de patte. L'autre partie très épaisse et difficile à dégraisser est juste devant la base de la queue. Vous devez utiliser la partie coupante de votre couteau afin de bien amincir la peau pour qu'elle puisse sécher uniformément. La partie la plus fragile de la fourrure est autour de l'anus, juste passé les pattes d'arrière. Lorsqu'on dégraisse cette partie, vous devez être prudent car elle déchire très facilement. Rappelez-vous qu'une partie de cette fourrure sera enlevée lors de la mise en feu. Examinez la peau s'il reste du gras, et puis poussez tous les gras restants vers les côtés de la peau. La dernière étape est d'enlever les attaches et de dégraisser cette portion de la fourrure. Une fois le dégraissage terminé, examinez la peau à nouveau. Assurez-vous qu'il ne reste aucun gras. Il est préférable de repasser sur ces endroits si nécessaire afin que la peau puisse sécher uniformément et prévenir les brûlures causées par le gras. Comme mentionné au début, cette vidéo ne vous montre pas qu'une seule recette de préparation de peau de castor. Tout le monde a des trucs un peu différents. Par contre, la partie importante est d'avoir un bon couteau à dégraisser et de savoir comment s'en servir. Tout cela prendra sûrement un peu de temps et de pratique.
Point clé pour le dégraissage. Assurez-vous que la peau soit propre, sèche et exempte de tout ce qui pourrait accrocher le couteau. Gardez votre couteau bien coupant. Gardez votre poutre propre et sans gras. Coupez les gras durs et poussez le gras mou. Vérifiez si vous avez oublié du gras et dégraissez à nouveau. Jackie Wirtz est non seulement un plumeur de castor de classe mondiale, il est également considéré comme un des meilleurs manipulateurs de fourrure de l'Alberta. Le nombre de castors qu'il prépare sont exceptionnels. Combien de pots préparez-vous dans une saison? Probablement autour de 500. Jackie utilise une technique de dégraissage qui date de très longtemps. Depuis des siècles, de nombreux trappeurs ont passé des nuits avec une peau de castor sur le genou. L'une des choses qui rend Jackie excellent dans son art est l'attention qu'il porte à ses couteaux. La lame du couteau doit être très, très mince. Il a une façon très précise d'aiguiser ses couteaux et il nous l'explique. Quand j'aiguise mon couteau, j'ai un petit moteur installé à l'envers. J'ai fait la machine moi-même. Elle tient une meule sur le dessus. La meule est juste déposée là et roule librement. Si je mets trop de pression avec mon couteau, la meule s'arrête. Je ne veux pas trop de chaleur parce qu'elle va ruiner le trempage de mon couteau. Une fois le couteau aiguisé bien mince, il utilise un fusil pour bien aligner la bordure et enlever tout type de lèvre sur le couteau coupant. Le type de fusil à utiliser est très important. Il doit être complètement lisse. Voyez ce fusil. Il est aussi lisse que possible. Vous devez passer constamment votre couteau sur le fusil et éventuellement, vous allez enlever le magnétisme de votre fusil. Un bon fusil devrait vous permettre de ramasser des clous. Si jamais ça ne fonctionne plus, vous devez changer de votre fusil. Il n'est plus bon. La dernière étape est de s'assurer que le dernier coup contre la bordure du couteau est du bon côté. J'ai un couteau très coupant. Tout ce que je fais, c'est de mettre un affûtage précis avec un côté plus relevé pour que quand je pousse sur le cuir, je ne le coupe pas. Je prends la lame de mon couteau et je la pousse légèrement par en haut pour que le côté coupant soit légèrement incliné vers le haut. Ainsi, quand je vais dégraisser, mon couteau va s'éloigner du cuir. Avant de commencer à dégraisser, Jackie lave les fourrures et les fait sécher. Ceci non seulement nettoie la fourrure, mais Jackie croit que cela permet à une petite quantité d'eau de s'infiltrer entre la peau et le cuir, ce qui facilite le dégraissage. Vous voulez que les poils soient redressés une fois que vous avez lavé la peau. Ensuite, vous faites circuler de l'air sur la peau pendant 5 à 6 heures. La prochaine étape est le dégraissage. Je commence toujours mes castors par la tête, juste derrière les oreilles. Voyez comment mon couteau veut toujours relever? C'est à cause de la façon dont je l'ai aiguisé. Les bordures de la peau prennent un peu plus de temps, mais sont toutes faites en utilisant la même technique. Beaucoup de gens pensent que mon couteau est à plat, mais si vous surveillez attentivement, vous allez voir qu'il est presque droit, presque vertical. Je vais rapidement, ça donne l'impression que le couteau est à plat. Tout mon dégraissage se fait sur mon genou. Ici, c'est où se trouvaient les glandes. C'est plus blanc. Ici, c'est la partie la plus fragile du castor. Il faut être prudent. C'est juste en haut des pattes arrière? Oui. Entre les pattes et le dos? Oui. Oui, je nettoie les pattes avant à l'envers et je vais très lentement à cause de ma lame. Je vous ai dit comment est la bordure de mon couteau. La bordure est complètement différente quand j'arrive aux pattes avant. Je fais toutes mes loutres comme ça, mais plus lentement. Je fais mes loups comme ça. Je fais mes ours comme ça. Combien de castors faites-vous dans une année? Oh, environ 2000-3000.
Ça l'intrigue toujours les autres gars, car je n'ai jamais capturé un castor de ma vie. Jackie Works a transformé le dégraissage du castor en un art. Avant de mouler son castor, Jackie coud tous les trous de pattes. Cela peut être de la vieille école, mais ça fait un produit final très joli. On a demandé à Jackie quel type d'aiguille il utilise. C'est une aiguille de vétérinaire. L'aiguille droite, elle va vous piquer trop souvent. Jackie a un truc pour faire le nœud à la fin de sa couture. Voici son truc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le fil, faire le tour de votre doigt une fois, rouler et tirer doucement sur la corde. Vous allez avoir un nœud qui va tenir. Plus vous faites de points, mieux votre patte sera fermée, et faites le point le plus proche du trou possible. À la fin, faites 3 nœuds. Ça va toujours tenir. Juste un nœud ou 2 vont se démancher. Jackie a perfectionné la manipulation du castor. Il est bon aussi pour aiguiser ses couteaux. Point clé. Un couteau à lame mince travaille mieux et aiguisez-le légèrement. Utilisez un fusil lisse avec un acier magnétique. L'angle de la lame est important lors du dégraissage. Le dernier coup sur le fusil redresse la bordure. Utilisez une aiguille de vétérinaire pour la couture et faites un nœud triple. On fixe avec un clou et on commence. Mike Michaud vient du Nouveau-Brunswick. Il a une façon unique de dégraisser ses castors, au fur et à mesure qu'il les cloue sur le moule. Comme bien des trappeurs, Mike a appris cette technique de son père. Mon père m'a montré comment utiliser le couteau. Avant, il n'y avait pas de poutre à dégraisser. Ça n'existait pas. Mike aime utiliser un style particulier de couteau. Ce n'est pas juste un couteau standard. Il est très coupant. Je l'aime parce qu'il est flexible. Tu peux le sentir quand tu travailles sur la fourrure. Comme avec tous les couteaux, la bordure est importante. Tout ce que je fais, c'est que je la passe sur la queue de rat. Le vrai nom est un fusil, mais moi, j'ai toujours appelé ça une queue de rat. Et il commence en enlevant les oreilles. J'aime commencer en enlevant les oreilles de mon castor. Mike fixe la tête avec un premier clou. On commence à clouer. Il commence sur le côté de la lèvre. Gardez votre couteau aussi plat que possible. Comme j'ai dit ici avec l'oreille, voyez le cartilage? J'ai enlevé l'intérieur de l'oreille. J'ai juste à enlever ça comme ça. Il n'y a plus de résistance. À partir de là, il cloue de chaque côté de la peau. L'important est de garder la peau bien tendue en clouant au fur et à mesure. Il aime travailler avec une peau qui est bien chaude et molle. De cette façon-là, ça va mieux. Parce que le couteau glisse bien entre la peau et le gras. C'est comme enlever du beurre. L'autre chose, il faut faire attention aux cicatrices. Les cicatrices demandent une technique différente. Vous devez faire attention. Le couteau a tendance à le voir rentrer dans la cicatrice. Cette cicatrice-là, c'est sûr que sur la poutre, je l'aurais ouverte. J'aurais fait un trou. Les trous de patte doivent être manipulés différemment. J'ai un trou de patte ici. Encore une fois, il est très important de garder la peau bien tendue. Même les meilleurs trappeurs peuvent faire une erreur à l'occasion. Ah ben maudit tabarnak. J'ai fait un trou. Une fois que les trous de patte sont dégagés, il nettoie le reste de la peau en un rien de temps. Je vais vous montrer comment je fais ça. Je vais à ma vitesse normale pour vous montrer pourquoi je n'utilise pas de poutre. C'est vraiment rapide pour moi. Mike termine la peau au bas du dos. J'en fais entre 200 et 300 chaque saison. J'en fais beaucoup pour mes amis. Généralement, c'est moi qui dégraisse et c'est eux qui font le clouage. C'est plus vite. On en fait de 20 à 30 en 3 heures. Tout ce qui reste à faire est de terminer le clouage. Mike rajoute des clous entre ceux déjà en place, environ 1 pouce d'espacement. Pour terminer, un petit peu de dégraissage afin d'enlever le gras laissé sur la peau. J'aime ça finir avec mon dégraisseur. Et nettoyer la tête. Ne coupez jamais comme ça sur le moule. Une dernière étape. Une dernière chose que j'aime faire est de relever la peau sur les clous. La technique à Mike est légèrement différente, mais tout aussi efficace. Souvenez-vous, c'est le résultat final qui compte. Point clé. A. Un couteau à lame arrondi semble mieux fonctionner. B. Dégraisser la peau chaude. C. Garder la peau bien tendue. D. Soulever la peau sur les clous une fois terminé.
Les cris de la baie James et de la baie d'Hudson récoltent non seulement les castors qui ont la plus grande valeur de toute l'Amérique du Nord, ils sont aussi considérés parmi les meilleurs manipulateurs de fourrure de castor. Sur une terre où l'hiver dure très longtemps, le castor est non seulement une source importante de nourriture, mais a été un item important dans l'économie des cris depuis les années 1500. Ils ont depuis longtemps maîtrisé l'art de bien préparer les fourrures de castor. Nous avons tous déjà vu les fourrures de castor mises sur des cerceaux. C'est un item traditionnel de notre passé. C'est là que tout a commencé. Pour Luke et Gertie Diamond de Waskaganish à la baie James, c'est la façon de préparer les castors. C'est la coutume. Luke et Gertie sont des descendants directs des Autochtones qui ont échangé des castors pour la Compagnie de la baie du Son dans les tout débuts au Port Charles en 1668. Maintenant âgés de 70 ans, ils passent la majorité de leur hiver à leur camp de trappe. Luc et son fils Victor sont de bons trappeurs et leurs compétences en manipulation de fourrure ont été transmises de génération en génération. Ils font comme les cris l'ont fait depuis des centaines d'années. Regardons quelques-unes de leurs aptitudes. Les castors sont plumés en utilisant un couteau et un os. Ce processus est fait lentement et méthodiquement. Une fois la peau enlevée de la carcasse, Gertie enlève tout excès de gras et de viande qui a pu être manqué lors du plumage. Gertie va vous montrer maintenant comment faire la prochaine étape, d'accord? Gertie enlève les oreilles et le gras qui les entoure et ensuite coupe les lèvres et le nez. La peau est alors tendue sur un cerceau de bois, généralement fait de frêne dans le sud du territoire cri, ou de bouleau, d'épinette ou de mélèze dans le nord. En commençant par attacher une patte, les 4 pattes sont tendues également. Cela centre la peau. La peau est ensuite lacée par section afin qu'elle demeure bien centrée dans le cerceau. Avant l'arrivée de la corde, la babiche faite à partir de peaux de caribou a été utilisée pour lasser les peaux de castor à l'intérieur des cerceaux. Le même matériel que les Autochtones utilisaient pour faire les raquettes et les filets de pêche. Ensuite, on refait le tour en resserrant la corde. Gertie va coudre les trous de pattes. Une fois, j'ai capturé 14 castors. J'étais tellement fatigué. Ensuite, elle lave à grande eau le côté cuir de la peau. Ceci non seulement nettoie la peau, mais réhumidifie le cuir afin qu'il gèle complètement et de façon plus uniforme. Les cerceaux sont ensuite transportés à l'extérieur. La température doit être inférieure à moins 10 degrés Celsius afin de bien geler le cuir. La température doit être en bas de moins 10. Si on laisse la peau trop longtemps, le cuir commencera à sécher. Si on ne la laisse pas assez longtemps, la peau sera difficile à gratter. Une fois la peau gelée correctement, elle est grattée avec un petit grattoir fait d'un os et de métal. Comme tous les couteaux, le côté coupant est critique. Luc explique sa technique. Pas trop coupant de ce côté-ci, seulement de ce côté-là. Il faut utiliser un bon acier. Il faut le faire de temps en temps. Quand c'est bien fait, on dirait que le couteau veut mordre dans le cuir. Ce côté-ci est plus sec. Ça ne va pas aussi bien, hein? Il reste de la viande un peu. Il faut enlever. Quand c'est épais, on gratte plus. Vous voyez ici, c'est plus épais. Sur les côtés, c'est plus mince. Vous n'avez pas besoin de gratter, c'est déjà propre. Ce côté-ci, faut que j'en fasse plus. Voyez-vous le gras et la viande? Luke se souvient que lorsqu'il était garçon, afin de récompenser les enfants qui avaient aidé avec la préparation des fourrures, que tous les restants de peaux grattées étaient frits dans un chaudron sur le poêle. Une fois les peaux grattées, elles peuvent être séchées à l'intérieur ou à l'extérieur par le froid.
Ce processus est plus long, par contre, le résultat est un cuir complètement blanc, symbolique de la préparation des fourrures cries et de leur connexion avec le castor, un témoignage incontestable de leur habileté comme manipulateurs de fourrures de castor.